Alors, donc, comme on a eu un petit retard, moi je vous propose d'arriver jusqu'à 19 heures. Ça va? Waouh, l'apéro. Ben oui, mais Oui, non, l'apéro. ça va. Donc, Allez. alors, donc, je peux pas tout montrer, donc il faut faire des choix. Et donc, je vais vous montrer un extrait de ce film, Warrendale, qui est un film très important, pas assez connu en France. Alan King, donc il est canadien, mais du côté, pas Québec. Donc c'est aussi très... Parce qu'on montre souvent tous les films du Québec, c'est Claude Joutrat, Perrault, Brault, Gilles Groul, voilà, tout ça c'est les grands noms. Mais le côté, disons, anglophone, non. Et lui, il est très intéressant parce qu'il est à mi-chemin vraiment entre fiction et documentaire depuis le début. Et après, il a fait pas beaucoup de films. Mais ces films-là, peut-être c'est son meilleur, c'est à l'intérieur d'une institution psychiatrique pour des jeunes en difficulté. Et où il est resté pendant très 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 longtemps, il a partagé vraiment la vie avec les soignants, mais aussi avec les personnes hospitalisées. C'est pas un hôpital, hein. Et c'est un film extrêmement fort, problématique, même au niveau de... Aujourd'hui, serait problématique. Jusqu'où on va filmer, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce que voilà, le problème psychiatrique et tout ça. Donc il y a plusieurs films. Donc Titi Cat Follies, c'est la même année, hein, 67. Et après, il y a une série de films autour de l'institution psychiatrique jusqu'au, disons, San Clemente, c'est les derniers et c'est déjà les années 80. Et voilà, donc là, on suit vraiment la vie à l'intérieur de tout ça jusqu'à un moment déclencheur d'une crise. Donc c'est le moment où on dit qu'une des personnes est morte. Et on le dit aux gens qui sont hospitalisés, et il y a une crise psychique dévastatrice. Voilà. Alors celui-là, en anglais sous-titré. Donc c'est ça. En anglais. This morning I got some very sad news. I got a phone call from the hospital, and they told me that Dorothy, our cook, died this morning. Huh? It can't be true! It can't be Yes. The doctors are trying to find out why she's dead now. She's well. Terry, are people... No. Is our staff going to keep in contact with her? How could she keep? Yeah, but it's okay. It's okay. A big hurt there. I'm not going anywhere, Carol. I'm not going away, Emma. I don't fucking want you to. I don't want nobody. How are you like you done? You just shut your mouth. Yes, you fucking will. How are you like you done?
Oh, you gotta put your bullshit on. I know it's the jar, just hit them off. No, it's not. We're gonna pass it out. Fuck off. Fuck off. You can let it come. I really feel it. Yesterday, really fun with her. Today she's dead. You ever see her again? Susan's lost other people before. But other people haven't. All over with you, weren't even expecting. This is so hard. What do you do for Smooth. Voilà, je m'arrête là. Moi, je me souviens que quand j'ai vu ce film, j'ai pensé immédiatement à John Cassavetes. Et j'ai pensé que c'était exactement la même manière de... D'ailleurs, John Cassavetes, il a fait un film qui est mineur par rapport aux autres, où il déploie sa technique de psychodrame, de rejouer comme ça, qui s'appelle The Children Are Waiting. Et c'est un film dans une institution d'enfants. Et c'est vraiment très très proche. Là, ça va, je pense à Faces, exactement, la façon de filmer le corps, d'être très près. Donc, comme quoi, il y a vraiment une pratique filmique. Déjà là, avant, c'était impensable. À la fois, que nous laisse entrer dans ce type d'institution, et en même temps, qu'on puisse filmer avec cette liberté et présence, parce que le cinéma léger permet tout ça. Et en même temps, comme je vous ai dit, il y a vraiment un passage entre les différentes psychiatries, antipsychiatrie, psychiatrie institutionnelle, appelez comme vous voulez, chacun a son histoire. D'ailleurs, il y a même un film sur une commune fondée par Ronald Lang, qui était l'antipsychiatre anglais, celui du moi divisé, et où on filme dans son endroit et qui est vraiment un très, très, très grand film sur la psychiatrie, donc en Angleterre. Mais les deux choses sont très, très liées. Donc, façon de filmer, de délier la caméra. Bellocchio, justement, va faire après Fou à délier dans les années 75 sur les nouvelles pratiques psychiatriques en Italie. Voilà, ça c'est... On pourrait terminer là sur la question de pionniers. Donc, là, dans tous les livres sur le cinéma direct, on s'arrête à peu près là. Moi, à partir de Coursaudon, il y a un livre de 600 pages que j'ai chez moi, donc l'aventure du cinéma direct, et où lui il fait exactement toute une cartographie du direct, mais il ne va pas là, il ne va pas ailleurs. Même d'un livre très récent d'une... je l'ai dans la chambre. Caroline Zéo, elle s'appelle, une chercheuse qui a travaillé au Canada et qui maintenant enseigne à Paris, qui s'appelle le cinéma direct, tout simplement. Pratique d'une utopie, c'est pas ça? C'est pas celui-là? Ça, c'est sur le National Film Board. Elle a fait un film sur le documentaire canadien, d'abord. Ah, d'accord. Voilà. Tu parles d'un film. Je parle d'un livre. Elle a fait un livre sur... Et après, il y a le cinéma direct. C'est un livre collectif. Oui. Peut-être, oui. Ah oui, ça, c'est une autre chose encore qui a fait avec
son compagnon sur les ateliers qu'il faisait Jean Rouch au Mozambique, Ouais, voilà. qui après En partant ont des donné ateliers la Varan. suite aux ateliers Varan. Donc c'était des expériences de cinéma direct en Super 8, tournées dans les ex-colonies portugaises, où on tournait des bobines Super 8 de 3-4 minutes, dont il ne reste plus rien, hein, parce que c'était juste l'acte qui était plus important, le processus plus que le film. Celui de Jean Rouch reste, puisqu'on l'a montré. Marc Fluaviel, Ouais. bien sûr, mais ce n'est pas un film d'atelier, c'est un oui. vrai film. Ouais. Oui, moi, je l'ai découvert Original. à ce moment-là. C'est une belle rétrospective. Lily, c'était avec Lily. Oui, c'était la chaîne. Ouais. Chanson et politique. Voilà. Et, oui. Pourquoi tu dis que ça pose des questions éthiques, la façon de filmer et tout Non, 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 j'ai dit qu'aujourd'hui, ne nous serait plus jamais filmé. Pourquoi pas? Je pense pas. Déjà par exemple, on a parlé de Saint-Alban. Moi, je suis allé à Saint-Alban aujourd'hui. On ne peut pas rentrer, ils sont tous alités, ils sont avec des pilules jusque-là, ils sont des zombies, ils ne circulent plus dans les villages, il n'y a plus rien. Donc Tosquelles faisait « Ah, tu aimes les couteaux, bien, toi tu vas être le boucher du village. Toi, tu es pute, toi tu vas travailler aide-soignant. » Donc il faisait avec les symptômes, comment on tient. Mais aujourd'hui, c'est la psychiatrie. Bah, elle a régressé par rapport Non, à ça. je te parle dans un cas Totalement. mais dans un cas de foyer ou de centre de jour, Oui. du moment qu'il y a des autorisations de tournage et que le film est Eh bien, il faut les autorisations de tournage. mais il y a quand même des lieux qui donnent encore. Moi, j'ai pas vu des films récents sur le plus beau. Des histoires de droit à l'image. Oui, mais ça, c'est la seule. Oui, Anne avait travaillé sur ce film, donc je le connais bien. Même si les résultats, pour moi, c'est pas à l'auteur de ce qui était le projet. Mais en tout cas, c'est la seule qui utilise la psychiatrie, pas la psychiatrie, la psychanalyse en contexte hospitalier, disons comme ça. Et qu'il n'y en a plus. Qui l'a fait? Mariana Otero. Ah, non, oui, d'accord. Voilà, mais c'est fini. On a l'impression que c'est vraiment la fin de quelque chose. Voilà. Et donc, je ne sais pas. Moi, le dernier film bon sur la folie que j'ai vu, c'est le film sur la folie en Afrique de Joris Lachaise, Ce qui reste de la folie. Voilà. Oui, avec une réalisatrice qui elle-même est atteinte. Non, 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 lui... Oui, et Cadicilla, c'est une réalisatrice. C'est une réalisatrice parce que... Oui, mais Joris, c'est un homme. Hein. Oui, mais il y a Cadicilla qui a... Ah oui, ça, oui. Parce qu'elle était... Bien sûr. Elle s'est suicidée, elle a fait même des films sur son expérience. Ça, je n'ai pas vu. Je peux te donner les références. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le monde a changé aussi par... voilà. Et le concept d'expérimentation, comme ça, il est totalement évacué. On a des protocoles médicaux très stricts. La place de l'écoute, de la psychothérapie, tout ça, c'est réduit à peau de chagrin. Et donc, le cinéma, il n'y a plus de cinéma aussi, parce qu'il y a... Ah oui, bien sûr. Plus que ça encore. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas d'emprise ici. Moi, je trouve que c'est un peu idéalisé ton idée que. Enfin, si, ou alors pour voir des gens dans des lits. Il faudrait peut-être. Oui. Ça. Ah oui, c'est impossible. Oui, voilà. Ça, je Tout pense est que ça devenu pourrait très être- difficile. Les films dans la prison, les films... Oui. Tout est rendu... Mais c'est flouté. C'est flouté. J'avais vu un film à Paris d'une cinéaste qui a tourné dans un... Et c'était flouté. Il n'y a plus rien de... Alors, il y a comment il s'appelle Cyril Mera qui poursuit l'expérience de Limini dans les lieux de Limini. Donc, Cyril Mera, qui est un critique de cinéma, il s'est installé à Monoblet et il poursuit un peu, enfin, pas un peu, il poursuit totalement. Il est à plein temps à Monoblet. À la fois, il poursuit le travail auprès des autistes et en même temps, il poursuit son travail de cinéma. Il y a un film de Judith Offray qui s'appelle Une maison, qui est sorti il y a
Et je pense qu'il va continuer à faire ce travail-là. Et d'ailleurs, on va montrer au mois de novembre, avec Thierry Dorangeon à Lecce, du côté de Porto Vecchio, on va faire une programmation autour de leur travail avec Cyril Nera et le film de Judith Offray. Vers le 18 novembre, un truc comme ça. Je vous dirais quand ça sera vraiment établi. Bon, c'est vrai que c'est un peu hors de circuit officiel, quoi. Sinon ça devient difficile. Et c'est plus un travail sur une expérience faite par les gens eux-mêmes. Donc c'est vraiment la tradition de l'île. Et le film de Judith Offray, si je ne me trompe pas, non seulement on l'a déjà montré à Corsica Doc, mais parce qu'il avait une sortie nationale. Non, on l'a montré à un documentaire sur Anticron. Ah voilà. Oui, enfin, je confonds du tout. C'est ça d'être une des deux. Alors donc, non, je reviens sur la question historienne, et moi je trouve qu'il y a une paresse généralisée, surtout par les critiques. Les Américains, c'est très simple, ils s'occupent de leur cinéma, et les Français ou Canadiens de leur cinéma. Sauf que le cinéma direct, comme on a vu, c'est une modulation, c'est une méthode, ce n'est même pas une forme. Vous avez vu la panoplie de formes différentes. Et on oublie que, voilà, c'est comme méthode 1, on voit que le film était diffusable dans le monde entier. Et effectivement, c'est dans le monde entier qu'il est intéressant de voir les résultats du cinéma direct. Ça, à ma connaissance, ça a été fait par personne. Moi, ça m'intéresse, comme je suis cinéphile acharné, j'ai de regarder ailleurs. Et donc, on peut regarder, par exemple, ailleurs un peu en Europe. Il y a des choses étonnantes, incroyables et géniales d'un point de vue formel. Mais Donc, très difficile à voir quand même ces films-là. oui, mais moi je suis historien. Oui, mais toi, oui. Mais pour nous. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas. Alors, on décolonise, on continue à montrer que les trucs francophones. Oui. Voilà, donc il faut pointer les nez. En Suisse, t'as rien trouvé d'intéressant? Oui, bien sûr. Mais après, je l'ai cité tout à l'heure. J'ai préféré montrer des choses moins connues. Donc, je vous montre par exemple le début de ces films. Donc, Jermil Žilnik, grand cinéaste serbe. Et là, c'est donc film noir. Donc lui, et là, c'est donc pour pousser jusqu'au bout les limites éthiques du cinéma direct. Ah, il filme dans la rue et il voit que dans sa ville, il y a énormément de gens à la rue, clochards. Donc, il a été interdit après par Tito. Donc, il a dû partir en 1974 de la Serbie, considéré comme citoyen nuisible à la démocratie populaire, et il est parti en Allemagne. Après, il est revenu. Mais en tout cas, il a fait des films de gauchistes contre la gauche institutionnalisée du gouvernement. Voilà. Donc, si on peut dire comme ça. Voilà. Mais le début est vraiment formidable. Je ne vous dis pas sa démarche parce qu'il explique tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Novi Sad, petak, 29. januar 1971. godine, sada je oko 3 sata ujutru. Evo ovih 6 ljudi našli smo da nemaju gde da spavaju noćas i u ovom dokumentarnom filmu pokušat ćemo nekako da im nađemo smeštaj. Lošo spavam, lošo jedem, sve mi je, nemam udobnost nikakvu, hadrava Franja i molim, nemam više sada govorim. Eto, niko mi ništa ne da, ni penzije, ništa, molit ću, nema ništa da govorim. Ja se zovem Palin Kastevan. Rođen sam u Teveringu, a sad živim u Novom Sadu. Nije baš to tako teško život, bez stana živiti. Samo trebao bi jedan stan da grad ili neko da daju ovo takvim ljudima, znate, koji nema stan. Ja sam u ulici Cveta, rodom iz Mola. Došao sam u Novi Sad tražeći posla, nemam gdje stanem, nemam stan. Milicija nas ganja, juri, vija. Spavam po stanici, po bunkerima, po vagonima.
Kad nas uvači, kojeg dobijemo, izvučemo deblji kraj, kako koji se nas naći, taj umakne, koji ne zna, taj dobije. Ja sam Luka Bauer, rođen u Sremskim Karlovcima. Bio u Dubrovniku u bolnici 2 godine. Doputovao večeras u Novi Sad. Pa sam morao da ostanem na stanici, uvotili me vaši ljudi. Ja sam Živanče Milorad, koji živi 2 mjeseca bez stana, spavam po podrumima, po kafanama, po bifejima i sve koji nije dobijam 10.000 dinara od grada Novog Sada pomoći, a stan košta 16.000. Jel krupno? Jeste. Ja sam Želimir Živnik, 28 godina, 72 kile, 166, 167 visok, pravnik po zanimanju, bavim se filmom, imam 1 ženu, 1 dete, stan 48 kvadrata, dvosobni, vrlo nam je dobro, prosječni prihodi 200-300 hiljada mesečno. Ovakav jedan film sam već pre 1-2 pravio, međutim ovih ljudi ima stalno. Ajde ljudi, uđite unutra. Evo ovdje, samo tišina da se žena ne pita. Ivana, samo smo doveli za nekoliko dana ovih 6 ljudi. Samo tišina da se ne probudi dete, skinite se tu. Malo dete, ženu. Skinite se. Nemoj cipele, uđi u cipelama. Ivana, nema smisla, dobili smo od države stan, ovi ljudi nemaju nešto mi kupovali. Ne, na ulici spavamo. Ja ovdje ostajem samo za 1, 2, 3 dana, a sutra dan crkavam. Šta ću ja na ulici? Ja u podrumu i dalje spavam pored Uzora. Uzor je meni srpska matica. Uzor. Gdje ste do sada bili? Gdje smo do sada bili? Bili smo na patosu, na betonu, podmetuta daska. Dobro, ja ne vidim te, ako neće da učestvujete u ovom filmu, dobro idite svako. Ma ne moramo, nije važno. Ja sam dan, 2 platit će. U redu je. Platit će, ali se to izgubljeno vreme, nemoj sad se svađamo. Neka, samo tišina. Ivana, nemoj se ljutiti. Da snimamo jedan film, sam rekao da ćemo snimati film, Ivana. Tišina, nemojte vikati. To će opet 2-3 dana, neće ostati duže. Hoćete vi nas zadržati? Što nas više zadržite, za nas zimska doba najbolja. I razumijete, nismo na ulici, ne zebemo, ovdje je toplo. Koliko će ostati? Koliko dana će? Nećemo, mi idemo našim putom gdje smo i bili. Tako je. Pa vi kako? A ja znam imao žene koje su 3 puta više pili nego ja. Gdje je WC? Jer ima 2 WC ovdje? Evo ima tu kupati. Kupata, gdje je Voilà. C'est un film. Il reste quelques jours quand même. Hein. Après, il est fou dehors. Mais donc, tous ces films-là que vous voyez là, c'est des films qui vont, et c'est ça la chose très intéressante, le direct, dans des pays où c'était la propagande, clairement, parce que chez nous, c'est de la propagande, mais on ne le dit pas. Là, c'était... et là, le direct permet de casser la propagande, de détourner les choses et d'afficher les problèmes de la société que le socialisme n'a pas du tout réglé. Non, là, c'était diffusé au cinéma, parce qu'il y avait un réseau gigantesque des ciné-clubs dans toute la Yougoslavie. D'ailleurs, là, c'est affiché, comme je vous ai dit, serbe, on peut dire yougoslave. Et donc, les films étaient vus par la jeunesse, comme ça, au cinéma. Jusqu'à qu'à un moment donné, lui, le film est interdit, à un moment donné, lui, il doit partir, tous ces films sont interdits, des films sont même perdus. Là, on a retrouvé certains films. Et il a fait, il fout de la merde partout, Žilnik. Moi, je l'adore parce que il est arrivé en Allemagne et tout de suite, il a fait des films avec les immigrés grecs, turcs, comme ça, en Allemagne, sur les logements, par exemple. Il a fait 68 à Yougoslavie, donc c'est quelqu'un... Il a fait, par exemple, dans les années 80, un film génial qui s'appelle « Et si Tito revenait chez nous ?» Donc, il prend un clone de Tito. Tito est mort depuis quelques années et il le fait défiler dans la ville pour voir un élément fictionnel dans un contexte documentaire. Les gens commencent à dire « C'est Tito, mais regarde, c'est le maréchal. » Donc, à lui poser des questions. « Vous êtes revenu, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et voilà, c'est comme ça, il continue à faire des films. Il y a eu une rétrospective de tous ces films au Pompidou il y a quelques années. Magistral. Ok. Ok. Alors, là, c'est notre Pologne.
Marek Piwowski, donc ça c'est un film extraordinaire, un de mes films préférés, documentaire. Et c'est un film assez choquant, mais où, jusqu'où pouvons aller dans cette question de filmeur-filmé? Jusqu'où on peut pousser cette relation, l'attendre? Et donc là, lui, il filme dans une prison pour enfants, pour ados, et qui ont volé, qui sont considérés comme nuisibles à la société, voilà. Et qui, en même temps, ils sont en train de mettre en scène une pièce de théâtre, Cendrillon. Et il filme à la fois cette pièce de théâtre, avec ces jeunes, c'est des filles, et un gros plan, vraiment très 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 gros plan sur le visage, elle les questionne. Elle les questionne, mais d'une manière très feedback immédiat. Tu me dis, je te dis un mot, tu me réponds. Qu'est-ce que ça fait penser ça? Si je te dis argent, tu me réponds ça. Voilà, c'est, disons, une forme de psychodrame. Mais c'est vraiment un film extrêmement touchant et très juste. Dedal ze swoim synem Ikarem zostali uwięzieni na wyspie Krecie przez okrutnego króla tamtejszej wyspy. Dedal był zdolnym inżynierem i dlatego król go uwięził, ponieważ chciał mieć u siebie pracownika, który by mu budował fortyfikacje, budował pałace i inne urządzenia. W zasadzie Dedalowi było dobrze na wyspie Krecie. Niczego jemu nie brakowało. Mamo kochana, nie odchodź. Dziecko kochane, bądź zawsze dobra, cokolwiek się stanie. Najmilejsza jest mi w życiu mama, ta moja mama, ta ukochana, która się nade mną pochylała i wychowała. Ja kocham ją. Nie płaczę już moja mamo, oczy to łzy. Ja przy tobie pozostanę, przy mnie będziesz ty. A gdy nas los rozdzieli, to serce moje ze żalu drży. La 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 la. Za co siedzisz tutaj? Kradzież. Za co? Za kradzież. Nie słyszę. Za kradzież. A ile tych kradzieży było? Oj, to przez rok czasu, 12. Ile miałeś kradzieży? Bardzo dużo. I na jaką sumę? Do 100 000. Kończ teraz zdania, które ja cię będę zatrzymał. Żałuję, że jestem w schronisku. chłopcy, Mnie nie interesują. ludzie, Są wredni. czuję, że Wkrótce wyjadę do zakładu. nie mogę. Najbardziej obawiam się sporty, Kosztują 3,50. inni ludzie, Są inni. cierpię, nie udało mi się. Robić dalej wyłamy. Powtórz głośniej, bo nie słyszałem. Nie udało mi się. Robić nadal wyłamań. Żałuję, że Zrobiłam włamanie. moja matka Jest głupie.
Nie udało mi się zrobić wyskok. czasami Lubię marzyć. jedynym kłopotem Pogodzić się z rodzicami. mój ojciec, Jest pijakiem. ja skrycie, Chciałabym zapalić papierosa. kiedy idę spać, Musisz papierosa sobie zapalić. chłopcy, Bogdan. co na to? Bije mnie strasznie, no. Często. Prawie codziennie, jak byłam na wolności. Ludzie, Nie lubię takich ludzi lalusiów, a matka. kocham ją. Najbardziej udaje mi się Kraść na wolności. Czuję, że Że jestem dobra. najbardziej boję się Stosunku. mój ojciec, Niedobry. mój umysł, Dobry. przyszłość. Hajtnąć się. Z kim Z Bogusie. będzie chciał? A jak łaskę zrobi? Potrzebuję. Dużo pieniędzy. Najlepiej udaje mi się Kradzież. czasami Lubię sobie zdrowo popić. to, co mnie boli. Kamilku, przypatrz tutaj na mnie. Jak ja ci powiem, to ten, to... Voilà, donc on est sur une lisière. Hein. Il peut tomber tout le moment dans l'obscène, et pourtant il y a un pacte de respect profond. Et voilà, c'est un miracle des films qui dure 30 minutes et qui est sublime. On n'a jamais vu ça. Il y a vraiment une puissance dans leur regard, leurs mots, leurs expressions qui n'a été jamais saisie. Et c'est vraiment... Voilà, c'est pas Antoine Doinel. C'est... ça. Non, là, on va vraiment à la chose. J'aime bien Antoine Doinel, mais là, il y a quelque chose que... Voilà, l'entretien avec la psychothérapeute dans les 4-5 coups peut rappeler un peu. Mais il y a beaucoup de plans de coupe, que là, c'est des plans séquences où on voit... Le visage est un paysage, là. C'est ça qui est très, très beau, très, très fort, le choix de dire, bon, ok, Paris, on fait un Paris. Mais est-ce qu'on peut comparer une fiction à un documentaire? Non, mais moi, j'aime pas... Oui, bien sûr. Oui. Ben, c'est comment on devient un petit voyou, un petit criminel à cause de la famille, c'est souvent... Si, oui, absolument. Absolument. Et de toute façon, même les 400 coups, c'est un peu un film autobiographie. Ah. Donc, Bah oui, bien sûr. Bien sûr, absolument. Alors, donc, j'échange. Alors là, c'est Gyula Gazdag, donc là, on est en Hongrie. Et c'est où, à un moment donné, où il y avait un studio d'État qui a produit pendant 40 ans des films expérimentaux. C'est le seul cas au monde. Bela Bala Studio. J'ai fait une rétrospective sur ça l'été dernier à l'USAS. Et c'est 500 films, ils ont produit, extraordinaires. Et à un moment donné, à partir des années 60, fin des années 60, les cinémas directs arrivent dans les pays de l'Est plus tard, parce qu'ils n'avaient pas la technique, ils voulaient eux-mêmes produire, réaliser des caméras synchrones. Donc ils sont arrivés plus tard. Vous voyez, les dates, c'est pas tout de suite. Et là, c'est un film qui documente un fait divers de petite chronique, donc un coureur de fond qui sillonne toute l'Hongrie et qui est accueilli dans les pays comme un héros national, comme ça, et qui montre toute la bassesse, la misère de petits notables de villages qu'il accueille comme un héros absolu de la Révolution. Voilà, c'est un petit homme qui... Mais c'est la mise en abîme du film qui est vraiment... Ça commence avec l'article. Én is úgy tudtam, közben hát van ilyen
noté. Voilà, c'est là. C'est à la fois monologue intérieur de lui qui réfléchit et en même temps l'exposition du dispositif un peu foutraque. C'est un film très comique qui fait beaucoup rire. Moi, ça me fait beaucoup rire. Pontosan 3 órakor érkezik Gyurka, a község vezetői gépkocsival kijönnek fegyvernek határáig, a tanácselnök, a Földműves Szövetkezeti ügyvezető elnök, és még nem tudom, aki befér a kocsiba. A tervek szerint sportoló vállalja vele a futást, persze azzal is megadjuk a módját, hogy sportbiztó, hogy 2 sportoló egyenruhába tartja a szallagot, ami már be van vágva, hogy Gyurka, ha befut, akkor neki már csak át kell szakítani. 2 ember fogja a szallagot fogni, vagy 2 lány. Az úgy meg lesz csípve, hogy könnyen el tudja szakítani. És ő lesz az első vendég. És akkor ott megáll. A sorrend úgy alakul, hogy 3 ember fog egész röviden, hogy ne nyúljon hosszúra. Az ügyvezető már mindjárt üdvözli a megjelenteket, és átadja a bistrót a községi tanácsnak. És én még néhány gondolatban ott üdvözlöm. Hát szóval egy pár szót fogok szólni, átveszem, és utána átadom a forgalomnak. Utána, miután ez vége van, Gyurka ott is fürdőt kap. Ugye az ünnepségnek vége van, őt elviszik a fürdőbe. Akkor ő ott megint lefekszik egy kicsit, és lényegében a kísérőket, a vendégül fogják látni. Addig a tanácsházán várjuk őt, tehát község vezetői meg lesz, vagy 35-40 fő lesz, át fog majd jönni oda a tanácsházához, és akkor az ajándékot ott fogjuk neki átadni. Nem az ára fontos, bár tehetségünkhöz képest igen zsebbe kellett nyúlni. Hát ugye Gyurka egészségére ürítség, egy kis pohár köszöntő lesz. Úgy tudom, hogy szendvics lesz, sör lesz, hát ez tudomásom szerint a délutáni program. Beszéljek bele? Most majd beszélgetünk egy kicsit, jó? Csak azt állom, hogy mennyire a gép. Nézd, Péter! Jöhetnek kijebb, mert esetleg jön a szembejövő forga. Amit eljöttünk Pestről, azon töröm a fejem, hogy te miért csinálod ezeket a szokásokat? Kisgyerekkorom óta foglalkoztat a gondolat a nagy távok legyőzésére. Tudniillik 11 éves koromban súlyosan megbetegedtem. Mind a 2 lábam teljesen megbénult. 2 évig kezeltek a Mexikói úton, nyomorék gyerekek kórházába, és akkor határoztam el, hogyha egyszer egészséges lennék, valami olyan teljesítményt csinálnék, ami még nem sikerült senkinek. Siessetek egy kicsit, Péter! Menjetek előbbre, Péter, mert nem tudunk hangot venni. Péter, menjetek előbbre! Most már eljöttél Szolnokról több mint 1 órája. Igen. Donc en gros, ils font un méta-reportage loufoque, grotesque, pour montrer la misère de ces petits événements. Ils vont lui dédier, même vous avez vu, un bar au nom du fait qui est passé pour les villages, comme si... Et voilà, c'est pour dire, bon, là, l'État nous raconte des événements merveilleux du matin au soir. On va faire un métafilm sur comment on produit un événement totalement insensé et ridicule et le démonter. Et avec le direct. Et donc, je pense qu'on va passer... Donc, Jan Špata, ça c'est un grand cinéaste tchèque, vraiment un grand cinéaste tchèque, ça c'est son premier film. Et c'est exactement Chronique d'un été, mais à Prague. Pour vous dire, ça c'est un autre truc que j'aimerais bien un jour faire, les suites des Chroniques d'un été. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de films qui après ont refait exactement la même chose. Ah oui, il l'a vu. Ah oui. Parce qu'il y avait Carlo Vivari, donc grand festival où le film est passé. Donc... Co dává socialismus mladému člověku?
Co jste se tak zalekli? Je to tak těžká otázka, nebo co? All my love, all my kissing, you don't know what you've been in a snow. When you're with me, oh boy, I promise that you're the man for me. All my life I've been waiting tonight, there'll be no hesitating, oh boy. When you're with me, oh boy, I promise that you're the man for me. All the stars in the ocean are calling, you can hear my heart calling. Little bit of love will make everything so right. I wanna be with my baby tonight. Oh my love, oh my kissing, you don't know what you've been a miss, oh boy. When you're with me, oh boy, I promise that you're the man for me. Go man. You don't know what you've been a miss, no boy. When you're with me, oh boy, I promise that you're the man for me. All my life I've been waiting for life to be more. Mistake, no boy. When you're with me, oh boy, I promise that you're the man for me. All the stars appear, shadows are falling. You can hear my heart calling. A little bit of love will make everything so right. I wanna be with my baby tonight. Oh my love, oh my kissing. You don't know what you've been a miss, no boy. When you're with me, oh boy, I promise that you're the man for me. Jaké je vaše největší životní přání? Moje životní nikdy nemusíte. A vaše? No asi taky něco takového. No ne, no tak máte. Co vám všechno splnilo, ještě než jste to vyslovil? No tak skorem. Tak já jsem si už od malička přála být krasobruslařskou, velmi se mi to líbí. A už jste začala? Ne. Já jsem chtěla být od malička učitelka, ale protože jsem se špatně učila, tak jsem toho nechala, no. Teda, vůbec jsem se nepokoušela, potom jsem chtěla jít do mateřské školy, ale protože jsem se neuměla na žádný hudební nástroj, tak jsem taky nešla. Tak já bych si chtěl stát motocyklovým závodníkem. Já nevím ani. Co? No. Jsi o tom nepřemýšlel nikdy? Vůbec nikdy. To se ti všechno splnilo, ještě než to vyslovil, tak už to bylo. Já mám co chci, já bych se potřebuju. Já bych chtěla být zpěvačkou. Já bych si chtěla udobřit s Karlem. Možná, že to zní ironicky, ale auťák. Dřív se neožením, dokud ho nebudu mít. Mít automobil a zítra si udělat rande. A aby nebyla vojna, aby nemuseli chlapci chodit na vojnu. Abych si mohl obstarat to, na co bych prostě měl pomyšlení vůbec. No taky, no, abych se měl v životě dobře a našel nějakou pěknou slečnu tady. No vůbec, no, abych vystudovala. Poměrně snadno. Moje přání, abych byla šťastná pořád. A co je to štěstí? No štěstí, pořád úspěch ve všem a... To nejde vyjádřit, no, to přijde samo pak. Takže mým největším životním přáním je, abych udělal zkoušku z fyziky letos. A vůbec dodělal celou vysokou školu. Nevím, no pracovat, no, abych se uplatnila, nevím, tak nějak v té společnosti naší, ne? Není to fráze? Ne, no tak já myslím, že to celkem... Jo, tak já kopu na vojnu akorát a přání mi je to, aby se na mě tady počkala přes tu vojnu, já ještě jako se veme, no. A ona dělá jako učitelku, jo, dělat institut teďko a aby jako dodělala taky její největší přání, jo. A počkáte? No tak budu se snažit. No mé přání. Voilà, là c'est 64, donc 4 ans avant le printemps de Prague, et on sent que ça pourrait être à Paris. Hein. Donc il n'y a absolument pas, au contraire, ils sont très occidentalisés. Et la chose intéressante, c'est que lui, il a refait ses films 30 ans après, une fois le communisme tombé, et il allait interviewer des gens dans les années 90, de ceux qui
leur désir plus grand, leur souhait plus grand. Et voilà, il y a d'autres choses qui sortent. Alors, par rapport à ça, donc, on passe dans le monde, donc l'Inde. Donc là, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui n'est pas trop connu, sur lequel j'ai travaillé pas mal. Et là, on est 67, c'est-à-dire les 20 ans de l'indépendance de l'Inde, de la création du pays. 47, août 47. Et là, lui, il va interviewer des jeunes de 20 ans qui sont nés les jours de l'indépendance. Et il sillonne dans tous les pays. Donc, le film est produit par l'État, par Film Divisions. Et pour la première fois en Inde, qui était vraiment un expériment, donc Film Divisions, c'est une création coloniale britannique qui est devenue après, était nationalisée par les Indiens. Mais il y avait tous les codes du cinéma britannique avec la voix off, tout ça. Et là, c'est la première fois que la caméra synchrone arrive et on entend beaucoup de choses assez incroyables. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup, très frais. I think of India when I see the long queues, people waiting patiently for buses, for ration. I think of India when I see people hanging on the local trains. I think of India when I go to an evening show and a house full, no one stares at me and I just have to walk to the back lane to get the ticket at double price. My needs, of course they're more. I have more money to buy things. I see more things in the market. So I buy them. हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों और एक आधा कमीज या चादर आने जाने के लिए. Well, I think I need 50 saris. I like to wear nice clothes, but you know what has happened? I don't get money to buy it. मुझे ये मालूम होता है कि हम एक जोड़ी बैलों के साथ जमीन को अच्छी तरह नहीं खोद सकते. इसको खोदने के लिए तो अच्छी मशीनें या ट्रैक्टर होने चाहिए. When I feel that foreign blades are more economical than our Indian blades, why shouldn't I go and use them? Because I save my money. Because I very strongly believe that they serve the much better purpose and are more economical. It's a question of restlessness also. A lot of new countries are born in the last few years and they see the affluence and the exotica of the more developed countries and they just want to snap their fingers and get up to the level of these developed countries. Today it only means that the man has freedom to starve, to go naked, to die of hunger and to go uneducated. स्कूल गए पढ़ने के लिए? पढ़ने नहीं गए. हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है. प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है. अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं? नहीं मालूम. उज्जैन के कलेक्टर साहब को? जानता हूँ. हमारे गांव में तो स्कूल है प्राइमरी और गांव के साथ मिडिल स्कूल है. You know, terribly difficult to get admission. But I don't understand really, there being so many colleges, there are so many who just waste a year or two because they don't get a seat into a college. If you don't get admission into a college and you just ask them how much extra would you take, you know, you're sure of getting a seat the next minute. No, I've never ever bribed for a seat in a college or a school. Actually, I feel that this question of bribing is resorted to only by the below the average students. क्या है कि आजकल टेक्निकल एजुकेशन फ्री है. हर मैट्रिक या हर सेकेंडरी स्टूडेंट बहुत आसानी से टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकता है और इसके बाद एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है और अपनी रोजी कमा सकता है. Well, I would say I'm better off than my father was in almost every respect. Alors, la chose incroyable, c'est qu'on voit toutes les classes sociales, les sexes et les langues. Parce que là, chacun parle avec sa langue. La langue qu'il veut utiliser, il l'utilise. Et là, c'était la première fois. Donc, on est dans une démocratie à l'époque, 500 millions de personnes. Ces films sont diffusés par chaque film. Film Division tirait 9000 copies qui étaient montrées dans le pays entier. Et là, je me suis arrêté, mais à un moment, le jeune qui veut de fringues comme ça, il dit « Qu'est-ce que tu voudrais faire pour ton pays ?» Et lui, il dit « Rien, j'aime pas mon pays. » Et là, c'est énorme, parce que c'est Indira Gandhi au pouvoir, qui va faire l'état d'urgence quelques années plus tard.
Donc c'est expression directe du politique. Voilà. C'est ça le cinéma direct aussi. L'accès à l'expression personnelle, sans médiation. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas des savants, il n'y a pas des scientifiques, des universitaires. Non. Là, c'est des jeunes qui disent leur point de vue, donnent leur point de vue sur le monde. Point. Et avant, c'était impensable. Mais vraiment impensable. Alors, par rapport à cette question, donc, dans des pays où c'est difficile de se raconter, de raconter quelque chose, un thème central du cinéma iranien, on l'a vu l'année dernière, c'est la question fiction, documentaire et vérité, qui sont indémêlables dans les films de Kiarostami, on l'a vu. Mais un des premiers à travailler cette question, c'est ce réalisateur-là, Kamran Shirdel, qui avait étudié à Rome, et je l'ai rencontré une fois, il parle encore parfaitement italien, et qu'il a fait une série de films incroyables en cinéma direct sur les prostituées de Téhéran. Il y avait encore le chat. Hein. Donc le film est censuré en 1967. Il le termine en 1974, il est censuré à nouveau. La révolution a lieu, il est réintégré pendant les peu de mois où ça s'appelle encore révolution. Quand ça devient révolution islamique, il est de nouveau censuré. Et pourquoi? Donc, il s'agit d'un simple fait divers. Un gamin qui aurait sauvé des gens sur un pont, un train qui a déraillé une nuit où il pleuvait. Et ce gamin devient l'héros national comme ça. Est-ce que c'est un fait divers était vrai ou pas? Voilà. Et comment la critique de la presse, de la mythologie qui construit la presse est au centre. Et quand tu fais ça, dans ce pays-là, tu ne t'adresses pas qu'à la presse, tu t'adresses directement au gouvernement, en gros. Et les films d'une ironie cinglante, parce que, je vais vous montrer. Donc. Et là encore, la question c'est donc comme lui il montre tous les avis possibles, les pros, ceux qui sont ils pensent que ça a eu lieu, ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu lieu cette affaire, les douteux, les journalistes, les politiques, les hommes du peuple, tout le monde a droit à sa parole. Lui il se protège. Parce que le film, en gros, il devient une sorte de puzzle irrésoluble. Donc on ne saura jamais si ce gamin a vraiment sauvé ces gens-là ou pas. با توجه به کوتاهی مدت و ضیق وقت، هیئت تصمیم گرفت کار خود را از مصاحبه با شخصیت‌هایی که با حماسه مورد نظر ارتباط داشتند آغاز کند. نماینده کیهان 1 تیک 4. شما آقای صحرایی سرپرست نمایندگان کیهان هستید؟ بله من صحرایی سرپرست نمایندگان کیهان در گرگان هستم. شما اولین بار این خبر قهرمانی روستازاده گرگانی رو به تهران فرستادید؟ بله اولین بار من این خبر رو به تهران فرستادم. ولی بعضی از جراید در جمله روزنامه شمال ایران این خبر روزنامه کیهان رو تکذیب میکنه. چقدر خوبی که شما خودتون از نزدیک به مراجعه بکنید، ببینید و با سپاه دانش، طف، همسایگانش، کدخداش تماس بگیرید و تحقیق کنید که ببینید آیا طف جلو قطار گرفته یا نه. شما چه دلیلی دارید که واقعا این طف جلوی قطار رو گرفته؟ دلیل این که داره علاوه بر اینکه طف میگه همسایگانش هم شاهد هستن، بعضی از مقامات دولتی استان از جمله استاندار استان دوم تایید کرده که قطار وسیله بچه نگه داشته شده و علاوه بر اون شواهد دیگری از جمله کدخدا، کسانی که در اون لحظه در اون محل وجود داشتن، همه تایید میکنن که جلو قطار رو طف گرفته. دروغ محض آقا. وزارت کشور استانداری مازندران شماره 25797 به تاریخ 6/9/46 ناحیه راه آهن شمال عطف به نامه شماره 37025 مورخ 38/46 به عنوان فرمانداری گرگان اشعار می‌دارد.
با تحقیق و رسیدگی که به عمل آمده خبر مندرج در روزنامه کیهان صحیح بوده که بر اثر فداکاری و راهنمایی مؤثر طفل موصوف مسافرین قطار از مرگ حتمی نجات یافتند. بنابراین آنچه مسلم است مسئول عدم توجه مأمورین ذی‌ربط عرض راه می باشند که در راه انجام وظیفه قصور و غفلت ورزیدند. استاندار مازندران ملایری. دروغ محض آقا. روستازاده، روزنامه شماره ایران، پلان 1 تیک 2. معذرت میخوام، جناب عالی مدیر روزنامه شمال ایران هستین؟ بنده نوازش مدیر روزنامه شمال ایران. فرمایشی داشتید؟ میخواستم نظر جناب عالی رو درباره این روستازاده گرگانی بپرسم. ای آقا باز روستازاده گرگانی، باز روستازاده گرگانی. چطور شما عصبانی هستین از این موضوع؟ بله. چرا؟ متاسفانه عصبانی هستم. راجع به این موضوع اگر میخواید تحقیق بفهمنده به تفصیل در یکی از شماره‌های روزنامه شمال ایران این موضوع را نوشتم. تشریف ببرید بالا دفتر. بله. این شما روزنامه رو بگیرید مطالعه بفرمایید استدعا کنم. به تفصیل نوشته شده. بسیار خوب، اون رو مطالعه میکنم. اما ممکنه که از شما خواهش بکنم یه چند کلمه‌ای هم شفاهن بفرمایید. موضوع چی بوده؟ از چه قرار بوده؟ نظر شما چه است؟ جناب عالی اگر واقعیت و حقیقت را میخواهید، حقیقت عبارت از این است که ما همچین قهرمانی متاسفانه نداشتیم. قطار مسافری اون شب به گرگان نیامده آقای محترم. قطار مسافری در 85 کیلومتری گرگان در بهشهر توقف کرده. پس اصلا قطاری نبوده؟ قطاری نبوده، جان 200 نفر مسافری در کار نبوده که روستازاده گرگانی یا بنده یا جناب عالی یا یکی دیگه بیاد این نجات بده. اصلا موضوع قطار مسافری در کار نبوده. پس چه قطاری بوده؟ قطار باری بوده، مسافربری نبوده. من تا طفل تصور میکرد که قطار مسافربری و به من گفت که اگر من کشته میشم بهتر از اینکه 200 نفر کشته بشه. رو همین لحاظ بود که ما خبر به تهران به اون شکل مخابره کردیم. یک قطار باری از بندر. Voilà, comme disait Nietzsche, il y a pas d'effet, il y a que des interprétations. Et c'est déjà un film postmoderne. Si Rouch et Morin avaient été à la quête de la vérité, Schirdel fait exactement l'opposé. Il utilise le cinéma direct pour poser les doutes auprès du spectateur, qui n'a aucune garantie que le réel, que la réalité se passait d'une manière ou d'une autre. Donc, le but éthique du départ, garantir la vérité, des traditions baséniennes, françaises, là, il est dans une autre civilisation où la question de la vérité, elle est absolument pas posée de la même manière. Le résultat, c'est celui-là. La même modulation, le film en train de se faire, l'écriture en miroir, comme ça, au lieu de garantir tout ça, il le bouleverse. Il nous sème la discorde. Et c'est ça qui est formidable. Donc, une autre manière encore de reprendre Rouch et de le bouleverser, nous est donnée par un film féministe d'une réalisatrice extraordinaire qui est morte trop jeune, la pauvre, Sara Gomez, donc cubaine. Elle s'appelle Mia Porte, et donc c'est la question du feedback. Donc on a vu que le feedback chez Rouch et Morin, c'est l'échange avec ces personnages qui redevient personne, qui se voit à l'écran, il y a tout ça. Quelque part, ça sert pour resserrer le film, tirer les fils de la conclusion et terminer le film. Voilà. C'est un exercice anthropologique, mais assez malin. Et Pasolini, quelques années plus tard, va lui aussi utiliser le feedback en 69 avec Appunti per un'Orestiade africana. Il montre donc à des étudiants africains qui font leurs études à Rome, les bribes d'un film qui est en train de tourner sur des notes sur un possible tournage de l'Orestiade de Chile en Afrique. Et eux lui disent, en gros, c'est du n'importe quoi, c'est du colonialisme visuel, c'est ton exotisme à toi, ça tient pas debout. C'est exactement. En gros, lui dit, bon, toi, tu es un blanc, ça n'a rien à voir, ça ne touche pas. C'est la Grèce classique, c'est pas nous.
Et Pasolini, il a vraiment le courage d'inclure tout ça pour ouvrir des brèches énormes dans le tissu de son film. Ça, c'est rare, hein, qui arrive dans le cinéma. Sara Gomez fait une autre chose encore. Première partie, les hommes qui partent des ouvrières, qui sont faibles, qui ont les règles, qui sont, voilà, les machos horribles. Oui. Après, la deuxième partie, c'est des intellectuels de la bourgeoisie cubaine, y compris Sara Gomez, qui se filme, qui discutent de la société, des hommes cubains, le fait que la révolution n'a rien résolu, au contraire, ils sont devenus des héros de la révolution, donc il faut faire quelque chose. Troisième moment, et la fin du film, c'est le feedback. Et le feedback, ce n'est pas aux protagonistes du film, mais c'est à des ouvrières qui commentent les bourgeoises et la première partie. Et là, ça devient une critique idéologique du quotidien qui renverse complètement le film. Et je vous montre les résultats. Non, c'est 32 minutes. Ouais. 22, c'est... Hein? Vous voulez tout regarder? Vous voulez regarder ce soir, ça? Qu'est-ce que tu avais pensé? Alors moi, j'avais pensé à un film de 70 minutes qui s'appelle David Holtzman Diary. Et c'est un faux documentaire d'un jeune réalisateur qui veut faire du cinéma direct et qui n'y arrive pas, en gros. Et c'est un film très ironique, plein d'humour, qui va nous donner un peu de... C'est pas mal comme... Alors, regardons les prolétaires Estudiar y quiere tener una vida creadora y tiene el agobio del matrimonio y de los hijos, todos son ejemplos de que se ha violentado la situación. Ahora, se ha violentado la situación existente y no se han creado soluciones todavía. La compañera esa tiene mucho que estudiar todavía. Sí, tiene mucho sobre todo que aprender. psicología. No tiene experiencia, no tiene experiencia. La compañera es estudiosa, lo que me parece que ella tiene que Sí, llevarse sí. encerrada, vaya, en ella misma. Ella dirá que ella sirve a la sociedad, pero no. Ella está encerrada en ella misma. Ella explica simplemente nada más que lo que ella desea, sus deseos, sus ansias. No, compañera, ella tiene que pensar también en que las demás compañeras tienen que salir. La mayoría que son las que tienen sus casas, tienen sus niños, tienen sus esposos. Esas compañeras ella tiene derecho, por su forma en que ella estudia, para ayudar a esas compañeras, ¿no? Y yo veo que esa compañera se encierra en un círculo donde ella no quiere que las demás mujeres, vaya, pienso yo, es una idea. Sí, claro, claro. Fíjate, oyendo a la compañera Lucía, ¿no? Sí, Lucía. Mira, ella inclusive le hace daño a la otra compañera, no la ayuda. Desde el punto de vista social ¿cómo te diré? Y físico, vaya. Porque ella es una compañera capacitada, ella es intelectual. El tiempo en que la mujer intelectual era intelectual nada más, bueno, ese tiempo debe estar abolido ya. Entonces, al darle la razón a la otra compañerita que se siente agobiada y no darle una salida, sino la salida tajante, que mira, no me caso, porque con esto yo no me caso. Pues imagínate tú, si todas las mujeres hiciéramos eso. Bueno, yo no me acuerdo, yo soy mayor, pero bueno, yo lo hice y yo hablo por experiencia. No hubiera procreación. Y esa compañera es una compañera capacitada. Y en el mañana, ella sí se va a sentir acomplejada. Cuando vea esa sociedad del altar y a esos niños del altar y que ella no ha tenido niños, ella no ha sufrido por esos niños, porque inclusive la vida es eso, sufrir, amar, reír, todo eso. Ahora, desde el punto de vista de matrimonio, mira, yo digo que el compañero se debe de, escoger de modo, porque enamorarnos, nos enamoramos todos. Pero tenemos un cerebro para pensar. Y uno en la vida no puede tener limitaciones. Uno debe en la vida desenvolverse en todos los planos. Ni tampoco crearse una barrera de que no, yo no puedo pasar. ¿Por qué yo no puedo pasar? Porque si un niño tiene su marido, sus hijos, y ella se desenvuelve en la vida normalmente y cumple con el deber social, ¿por qué yo, que también soy un ser humano como ella,
Y estoy viviendo en una sociedad socialista en la cual la mujer debe jugar un gran papel, lo mismo como madre, como trabajadora y como educadora. ¿Por qué yo no puedo trabajar igual que trabaja esta compañera? La mujer, ¿por qué trabaje? Porque trabaje no tiene derecho a todo. Las mujeres podemos atender la casa, el trabajo, la política, todo. Eso no implica nada. Porque yo crié a mi hijo que tiene 18 años y el trabajo nunca ha sido para mí un obstáculo. Mi mamá de chiquita me llevaba a la tabaquería porque ella era milladora igual que yo. Entonces ella no tenía quien dejarnos en la casa porque ella era viuda con 4 hijos. Yo era la más chica. Entonces ella, como es natural, no tenía dónde dejarme y me llevaba allí. Así que fíjate, ya yo llevo bastantes años en la industria. Yo pienso que sea un problema de educación para la generación presente y venidera, porque lo mismo se educa al niño desde que nace, como se educa el hombre en el hogar, como nos educamos nosotros mismos. Nosotros tenemos que comprender que tenemos que ayudar al hombre, igual que el hombre tiene que comprender que tiene que ayudar a la mujer en el sistema que estamos viviendo, tan alterado. Si nosotros tenemos que ir a la cola, el hombre también debe de ir. Si nosotros cocinamos, el hombre también debe cocinar. Si nosotros trabajamos para la sociedad, ellos también trabajan para la sociedad y debemos de ayudarnos mutuamente. Tú me ponías el ejemplo del palomo. Bueno, yo le digo el problema del palomo. La paloma cuando sale del lado de sus hijos, el palomo entra a darle calor y a la vez a los dos la alimentan. O sea que el nido es un problema de los dos. Sí, el nido es un problema de los dos. Yo tengo una idea de que el hombre, porque desenvuelva se desenvuelva en el hogar con su compañera o con su mamá, con lo que sea, en un hogar que ayude, me parece que no. Yo tengo la idea que no pierde hombría ninguna. Al contrario, adquiere calidad. Mire, adquiere calidad de un compañero. Y esa es una parte donde debe, en ese noticiero, yo estimo que debe haber una parte donde el hombre también se haga comprender que el hombre tiene que ser de distinta forma con la mujer. Y trabajar y pueda desenvolverse. Claramente. Y también hacerle crear una conciencia al hombre, de que no solamente en la casa la mujer se puede mover, porque en la casa si tú vas a la cocina yo voy también, si tú vas al baño yo voy también. Bueno, pues ese baño, esa cocina, lo mismo lo puedo limpiar yo, que lo puedes limpiar tú. Si todos traficamos por aquí, bueno, pues yo puedo dar una barriguita por aquí, tú puedes dar otra barriguita por aquí. Una yegua mutua. No van a decir no, que el hombre no lo hace, el hombre lo hace. Si los animales son animales, se educan. Como al hombre no se va a educar que es un ser razonado. Bueno, yo pienso que cuando yo esté lavando, él está atendiendo las cazuelas, está atendiendo la cocina, y si yo estoy planchando, él me hace el almuerzo, y si yo estoy limpiando, que le haga la comida. Y así se acaba esa leyenda que había antiguamente de que no, las mujeres deben hacerlo todo en la casa. No, la mujer no hace nada. Sí, pero esa era una época en que no hacía falta que la mujer trabajara. Sí, para que ellos comprendan de que la mujer hace lo mismo fuera que la gente, la mujer trabajara. Y entonces la mujer era la esclava. ¿Me oíste? La tenían trabajando, venían para la casa, seguían trabajando y ellos se paraban en una cantina a beber, y si no se iban a jugar, y si no se iban a conversar a la esquina con los amigos. Y la mujer metida en la casa. Y nunca se pero ¿por qué la mujer iba a seguir a la casa si siempre tenía que estar lavando y planchando y tirando muchachos? Esa era la corrupción de la vieja sociedad. Si el hombre es revolucionario, y compañeros inclusive que están en el partido y todo, no es alusión personal, pues imagínate, tienen que comprenderlo. Tienen que comprender que tienen que trabajar unidos para poderse desenvolverse y poder ayudar a la revolución. Y la unión es la fuerza. Completamente. Sí, hay muchos compañeros que son muy revolucionarios, pero en su persona no admiten que la mujer que la señora de ellos trabaje. Ya no es revolucionario completo. Vayan a suponer y vamos a un lugar y dice, compañera, debemos de trabajar, todas deben de ir al trabajo, deben de dejar el trabajo, pero en su casa, a la señora la tienen en la casa y no quiere que se vaya. Y ese hombre no está cumpliendo con un deber social. No está cumpliendo con un deber social. Está haciendo que las compañeras cumplan con el deber social, pero él en sí no está cumpliendo con un deber social. Como revolucionario no está cumpliendo a cabalidad. Porque el revolucionario, desde luego, no obliga a la mujer ni nada, pero sí ayudar a que la mujer pueda trabajar y pueda ayudar a la sociedad. Como revolucionario, ya desde el punto de vista revolucionario, el que está consciente de esto.
Ahora que está medio berlandengue, abuela. Sí, mira, mi hijita, yo lo he conocido también muy revolucionario y son del comité y él se va a trabajar en su centro de trabajo, él hace su guardia y no quiere que la señora de él haga la guardia en la cuadra. También hay hombres que temen que la mujer se desenvuelva. Porque le tienen un velo, porque la mujer temen que la mujer se desenvuelva y vea a través del desenvolvimiento de la mujer. ¿Y ustedes cómo se sienten en la fábrica, digamos así? Yo me siento en la fábrica como si estuviera en mi propia casa, porque para mí los compañeros no son mis compañeros, son mi propio hermano. Y entonces es un algo que me atrae hacia ellos, que cuando estoy en casa lo extraño. Y estoy así que, mira, yo estuve una semana con licencia del médico y iba todos los días porque es que extraño la fábrica cuando estoy fuera. Sencillamente, el trabajo es una cuestión, vaya, tan necesaria. Uno se acostumbra más al trabajo que a la casa. Siente lo mismo las cosas de uno mismo como las cosas de las compañeras. No es más el trabajo que la casa. Y el intercambio sentimental y personal y político y todo, que tú sabes. Y el trabajo, hay muchas compañeras que quieren una responsabilidad con uno que uno en su misma casa no lo encuentra. Porque hay compañeras que uno le habla y le cuenta cosas a ellas de uno que no es capaz ni siquiera la mamá de uno decírselo. Así que hay compañeras que para uno significan tanto que le hace falta a uno ir al trabajo para poder compañeras que a veces uno de ella, a veces hasta consejos. Compañeras que a veces uno se siente agobiado, así uno le cuenta las cosas y se lo sientan a uno así, le hablan a uno como si fuésemos algo de ellas así, que le dan ánimo a uno. Y no que si uno se queda encerrado en su casa, uno lo que está es sufriendo su misma causa, así porque yo opino que en la vida lo mejor que siento en la vida es tener algo y poderlo exponer a cualquier persona así que yo sepa que va a ser partícipe de ese algo que yo tengo. Hay que cumplir las metas de la revolución y ganarse los sellos de la emulación. Se destacan ser ejemplar del comunista para triunfar. Las mujeres cubanas, adelante, adelante, que el amor al trabajo es lo más importante. Agradecemos el aporte de las compañeras del sector tabacalero, que con su experiencia y tradición obrera han expresado sus opiniones y enriquecido este documental. Voilà. Mais Sarah Gomez était déjà c'est quelque chose d'unique parce qu'elle était noire. Il y a seulement un autre réalisateur noir dans le cinéma cubain qui est fini à l'asile psychiatrique. Et Sarah Gomez était noire, elle était féministe, donc elle a réalisé une quinzaine de courts-métrages et un long-métrage qu'elle n'a pas pu finir parce qu'elle est morte d'une pneumonie à 33 ans. Et le film est magnifique, il est ressorti il n'y a pas longtemps en copie restaurée, sur la relation d'hommes et femmes à Cuba. Voilà, donc comme quoi... Il faut que tu nous donnes le titre. Ah, ça, de certaine manière, ça, il faut le montrer. Hein. J'ai le lien, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, et on va terminer donc sur cet ailleurs avec un film militant japonais. Donc, d'un collectif de cinéma dirigé par Shunsuke Ogawa, donc rapport sur la lutte à Haneda. Donc là, il s'agit c'est un collectif qui a duré très longtemps, ils ont fait plein de films, et là c'est un film très spécifique sur une lutte d'étudiants liée à l'extrême gauche japonaise, et surtout sur un meurtre. Voilà, ça pourrait être la mort d'Auvernay, c'est un peu la même époque, tourné au Japon. Donc on fait une enquête, une contre-enquête. La police a fait son enquête, a dit ils ne sont pas responsables. Nous, mouvement étudiant japonais, on va faire notre film pour poser les pièces du meurtre de ce jeune homme. Et ils font vraiment une contre-enquête. Hein. Voilà, je vous montre un moment. Donc la caméra, là, les Japonais vont jusqu'au bout. Hein, c'est-à-dire, on fait l'enquête, tout ça, mais il y a des scènes qui sont répétées, mais
Le film est très complexe dans sa structure. Il y a des scènes aussi extraordinaires parce que le cinéma direct, là, sert à filmer la lutte vraiment de l'intérieur. Il y a plein de scènes où le caméraman se tape des coups de matraque sur la caméra et on voit la chose. Donc ça, c'est la reprise qui va arriver en France et partout, hein, dans la même époque. La légèreté et les coûts pas chers de la caméra et de tout ça permet aux militants d'acheter, de produire, de réaliser et de diffuser. Le cinéma direct, avec tous ces moyens légers, permet ça en ce moment. Donc, on achète une petite caméra de ce type-là. Pour monter, c'est pas difficile. Le son est direct. Et on réalise, on monte une petite boîte de distribution. Il n'y a pas de producteur, ou s'il y a un producteur, c'est un producteur politique. Voilà. Donc, jusqu'à la fin des années 70, le cinéma direct, comme il sera de plus en plus expulsé de la télé pour faire du mauvais reportage, voilà, s'exprime dans la société sous forme de cinéma militant. En gros, l'effet historique, c'est que Sato allait faire une visite aux États-Unis et c'était la première fois qu'on acceptait de reformer une armée au Japon avec l'aide des États-Unis. Donc, qui était interdit hein, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après Nagasaki. L'armée japonaise aurait dû dissoudre complètement. Mais comme c'est arrivé en Allemagne, déjà dans les années 50, et là c'est un scandale, bon, un truc, je ne vais pas rentrer dans la polémique, en tout cas. Mais les États-Unis ont poussé pour que le pays se militarise à nouveau en fonction anti-chinoise. Voilà. L'histoire se répète assez rapidement. Là, il intègre le silence parce que le nagret tombe en panne, donc il le laisse comme ça dans le film. À plusieurs reprises, même la caméra, quand il se prend des coups de matraque,
et qui ne filme plus, on n'aura que le son de la séquence. Et la photo japonaise de la même époque est exactement comme ça, c'est-à-dire out of focus, blur, je ne sais pas comment on dit blur en français, flou, voilà, tout ça est dans l'énergie du monde. Voilà, ils construisent vraiment une esthétique sur les défauts techniques, défauts de lumière, des tournages. Donc c'est voilà, le sentiment d'être là, mais d'être là en tant que militant. Là, c'est un des premiers films du collectif, c'est le deuxième, et on est encore dans un entre-deux du point de vue. C'est-à-dire on essaie de filmer d'un côté comme de l'autre. À partir de l'année suivante, le collectif va partir à Narita, donc, où le gouvernement est en train de réquisitionner les terres des paysans pour construire un deuxième aéroport à côté de Tokyo. Et là, pendant 7 ans, ils s'installent avec les paysans et ils vont tourner 7 films, un par an, sur les luttes des paysans contre la construction de l'aéroport. Et là, ils ne sont plus entre deux, ils sont que de côté des paysans. Ils ne filment plus à côté de la police. Voilà, ils prennent vraiment la place de militante. Là, on est dans une place d'enquête, de dénonciation, c'est autre chose. Mais là, ça va devenir vraiment un moment extraordinaire. Et il y a un moment dans un film, et ils font pas que des films militants, hein. Quand ils sont dans les villages, ils filment aussi, ils font un film qui est sublime, qui est sur les villages justement de Narita, où c'est un film pratiquement anthropologique sur la vie, de comment on fait l'agriculture. Et il y a une scène magistrale, je ne vais pas retrouver le fichier dans mes disques durs, mais je vous la raconte, où le cinéma direct prend une autre place encore. Donc c'est un cercle. Ogawa, il est au centre avec son caméraman et les gens s'expriment. Et ils racontent, ça dure 10 minutes, c'est une bobine de 16 mm. La caméra, apparemment, il a été payée par Jean-Luc Godard. Caméra synchrone. Et ce film deviendra après le modèle d'un des plus grands films de cinéma direct militant français, qui c'est Kashima Paradise. Donc, du couple Benny Desvaert et... alors, lui, comment il s'appelle? Grand cinéaste qui a fait... Tu vois bien. Yann Lemasson, grand breton cinéaste. Et donc, ils vont filmer pendant un an au Japon les luttes aussi. Et donc, les gens s'expriment et à un moment donné, la caméra quitte le visage de la personne qui parle et il filme les autres.
Et le fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire que cette parole devient une parole collective, que la parole circule dans l'espace, et c'est une manière de dire que le témoignage d'une seule personne correspond à la vie de tous, de toutes. Et c'est un moment magnifique où le direct devient une sorte d'indirect au même moment, et en même temps, ça témoin, il est témoin d'une parole qui devient collective. Non, ça c'était projeté dans des cinémas. Donc Ogawa était, il y a toute une histoire à raconter, mais Ogawa était un homme extrêmement fou et charmeur qui pour tourner ses films, donc le collectif s'appelait avec son nom déjà. C'était un dictateur qui avait pour lui toutes les femmes des autres couchaient avec lui, donc il gérait les liens, il divisait pour mieux régner. Il est resté au poste de commande 20 ans. Hein. C'est un collectif qui a duré vraiment très longtemps, à sa mort. Et il était capable de convaincre beaucoup de gauchistes milliardaires japonais à payer les films. Et donc, à la fin de sa vie, il avait des dettes monstrueuses qui, bien sûr, n'étaient pas payées. C'est Barbara Hemmer, une cinéaste féministe lesbienne américaine, qui a fait un film dans l'après-coup sur les biens et les mal de ce collectif, qui est très intéressant. Voilà. Mais et ce film était diffusé dans des réseaux militants, dans les universités, et dans les festivals de cinéma. Et c'est lui à l'origine de la... Parce qu'à un moment donné, les luttes à l'aéroport sont finies, l'aéroport a été construit, et donc il part à la campagne, il se barre à la campagne avec son collectif, et il commence à tourner dans un petit village abandonné, parce qu'il y avait un exode rural des paysans qui sont allés en ville, et ils ont laissé tomber les petits villages dans les montagnes, et il commence à filmer, et en même temps il devient agriculteur, et il remonte la cultivation du riz dans cet endroit-là où il était abandonné depuis 50 ans, et il commence à filmer à la fois les légendes du village, les mythes, tout est rejoué par des acteurs, mais aussi la vie quotidienne de l'équipe de tournage, la vie intime, fait des films extraordinaires entre anthropologie, politique et journal filmé. Voilà. Et pour projeter ces films-là, il fait construire un cinéma en bois et boue, au milieu de la forêt, où il dit que ce film-là peut être vu que dans cet endroit-là organique, où c'était un film pour l'humanité, et qui pouvait être... Et un tel Serge Danet, il est allé le voir, et il y a une émission de microfilms, depuis là-bas, où Danet rencontre Ogawa, c'est très émouvant, pour moi c'est très émouvant, et il lui dit, voilà, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'il est à l'origine de ce lieu-là, ce village-là, il est devenu après un lieu de festival. Tous les 2 ans, c'est un grand festival au Japon. Punaise, comment il s'appelle? Je rêve d'y aller. Voilà. Et toujours dans la cabane en bois? Non, le cinéma était détruit après. Ah. Ouais. Mais pendant quelques années, il a projeté le film là-bas. Ok, donc moi je m'arrêterai là sur les pionniers et l'ailleurs, et après, je dirais que ce soir on commence avec les critiques et les doutes, on poursuit demain matin, et l'après-midi on va faire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.